597e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors, il y a quelques jours à peine dans Paris, nouvelle scène de violence extrêmement brutale à propos de manifestations sur un texte présenté à l'Assemblée nationale qui menacerait soi-disant la liberté de la presse. On va en dire un mot, mais d'abord ces violences et la stratégie de maintien de l'ordre en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais les violences, on le sait, ne sont pas causées par les manifestants. Elles sont causées par des groupes d'agitation, que sont les Black Blocs, qui sont de l'extrême gauche, qui bénéficient, semble-t-il, jusqu'à présent, d'une certaine indulgence de la part des autorités. Est-ce qu'ils font partie d'un scénario qui consisterait en quelque sorte, à intimider les Français et à les rendre désireux d'un pouvoir politique encore plus contraignant qu'il ne l'est? Alors on va y venir à propos de la crise sanitaire et des mesures contraignantes qui sont en train de s'annoncer ou qui sont déjà prises, mais restons sur ce qu'il faudrait faire en matière de maintien de l'ordre. Alors on dit beaucoup aujourd'hui que ça fait des années et des années qu'il y a une espèce de dilution à la fois de la doctrine, des personnels, du matériel, des moyens et ainsi de suite, que ça remonte à plusieurs décennies et qu'on est en train de toucher le fond. En particulier, on voudrait réorganiser l'instrument de contrôle de la déontologie policière, l'IGPN. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le Premier ministre évoque l'idée même d'une personnalité indépendante pour présider en quelque sorte au contrôle des policiers. Il me semble que jusqu'à présent, l'IGPN a rempli sa mission et qu'elle est considérée par les personnels policiers comme une institution assez sévère, et même très sévère. Les bœufs carottes. Les bœufs carottes, c'est ça. Et le problème, c'est que les décisions ou les conseils ne sont pas suivis des faits. Encore, il ne suffit pas de déterminer une ligne, encore faut-il l'appliquer concrètement. Vous avez vu la semaine dernière cette intervention policière dans un local consacré en principe à la musique et visant une personnalité qu'on décrit comme un producteur de musique, en oubliant peut-être d'autres aspects du personnage. Bon, vous avez pensé quoi? Parce que ça motive aussi beaucoup de cette espèce de raidissement des comportements dans la rue. Écoutez, c'est dérisoire. C'est un incident, comme je l'ai fait remarquer dans un de mes tweets, dans un pays de 67 millions d'habitants et avec des forces de l'ordre qui comptent 200 000 personnes, l'incident qui arrive d'une brutalité policière qui doit être sanctionné sur le plan interne, administratif, ou même judiciaire s'il est besoin, il ne m'a pas paru que la victime avait été particulièrement atteinte. Voilà. Alors une toute petite partie de la presse, un seul ou deux titres au maximum, ont souligné que si les policiers avaient suivi et avaient utilisé l'esprit de file jusqu'à rentrer dans le local où se rendait l'intéressé, qu'on présente comme une victime, c'est parce que leur odorat avait été attiré par une odeur de produit illicite qu'il aurait transporté sur lui. Je crois que la victime n'était pas un poulet de l'année, qu'il était bien connu des services déjà, comme très souvent c'est le cas, quand on procède à l'arrestation de ces agitateurs, ils ont généralement un pédigré assez rempli de délinquances diverses. Et donc le présenter comme un producteur plutôt que comme autre chose? Je n'ai pas compris très bien d'ailleurs pourquoi il était un producteur de musique. Je ne connaissais pas cette profession, mais semble-t-il, elle est comme celle de journaliste. Elle vous met à l'abri de toute critique. Vous avez en quelque sorte un sort particulier, un avantage, un préjugé. Comment dirais-je, un privilège de situation, organisateur de musique, producteur de musique. Marquez, on a connu quelqu'un ici qui a été producteur de disques, finalement c'est un collègue. Oui, mais moi j'étais producteur de disques, je pense plus important qu'on était ce monsieur. Et quand j'ai été bastonné au point d'avoir 6 points de suture ou 7 points de suture sur le boulevard Saint-Michel, alors que j'étais avec 4 personnes, eh bien, ça n'a pas fait de quelques lignes dans la presse. Il n'y avait pas les portables. Et je n'ai même pas porté plainte. À l'époque, ça ne se faisait pas. La médiatisation de tous les gestes n'était pas à l'ordre du jour. Alors, un petit mot encore sur la répression des Black Blocs. Qu'est-ce que vous feriez? Vous êtes ministre de l'Intérieur. Quel dispositif vous mettez en place si vous les repérez, ces gens-là? Écoutez, je ne veux pas intervenir à cette tribune comme
responsables de l'ordre. Mais enfin, je pense que les responsables savent très bien comment ils pourraient maîtriser les gens en question, compte tenu du fait que pour attaquer les magasins, par exemple, ou brûler les voitures, ils sont obligés de se séparer de la masse. Et là, ils deviennent très vulnérables. C'est à ce moment-là qu'on peut s'étonner qu'ils ne soient pas l'objet de répression plus sévères. Jusqu'à quel degré, d'après vous? Oh, écoutez, ça, c'est le degré, comment dirais-je, nécessaire. Apporter au problème les solutions qui s'imposent. Je crois que vous avez eu une formule, mais c'était en privé. Selon la technique. Vous avez eu une formule, mais c'était en privé. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas là le samedi suivant. Bien sûr. Le problème, c'est... Je pense qu'il y a des moyens de dissuader ces gens-là. Et puis enfin, il faudrait aussi que l'on prenne en compte les condamnations dont ils sont très souvent, à ce titre-là ou à d'autres titres, l'objet, pour les isoler et les dissuader de troubler l'ordre de manière violente comme ils le font. Alors, dans les librairies qui viennent de rouvrir, on parlera de vos lectures tout à l'heure, à propos de l'immigration, un ancien collaborateur important de Jacques Chirac, Patrick Stefanini, ancien préfet, je crois, et devenu en tout cas membre du Conseil d'État, écrit un livre qui vient de paraître sur la politique d'immigration en France en constatant qu'on fait une erreur de diagnostic depuis environ 40 ans et qu'il serait peut-être temps de reposer le problème. Le mot diagnostic, on l'a souvent entendu de votre part dans tous les débats des années 70, 80, 90. Et alors, il a suggéré dans une émission de télévision que si on n'avait pas pu traiter le problème, c'était à cause de vous. Ah bah oui, c'est ça. Parce que comme vous en parliez, il n'était pas possible de traiter le sujet dès lors que vous l'aviez préempté. Cet aveu était absolument extraordinairement clair. En effet, ces gens-là étaient beaucoup plus intéressés par les retombées d'une action politique près de Le Pen ou parallèlement à lui, que par le problème lui-même, c'est sûr. C'est navrant, mais c'est comme ça. Et on s'aperçoit, 40 ans après, c'est vrai que ce que je n'ai cessé de dire pendant ces 40 années reflétait la réalité, qu'il était possible à ce moment-là de prendre les mesures nécessaires à la prévention de ce qui nous guette, c'est-à-dire à des affrontements qui deviendront peut-être très dangereux. Alors, ce même Patrick Stefanini, dans la même émission, faisait remarquer que le domaine régalien, justice, police, armée, diplomatie, représentait aujourd'hui 2% du produit intérieur brut au lieu des 6% il y a encore une quinzaine d'années. Il ne faut peut-être pas s'étonner que les moyens, on ne sait pas où ils sont affectés, mais en tout cas, ils ne sont plus là. Oui, on pourrait peut-être proposer que les policiers, au lieu d'avoir des bâtons et des sucettes, comme ça... Des économies en plus. Ça serait plus humain, plus démocratique. Alors je voulais vous faire commenter une mesure, il y en a énormément autour de l'actualité de la crise sanitaire, celles qui vont concerner les stations de sport d'hiver françaises. Et alors la mesure évoquée par M. Macron, le président de la République, de fermer les frontières aux Français qui voudraient sortir pour aller skier dans les quelques pays qui vont laisser leur domaine skiable ouvert, que sont la Suisse, l'Autriche et je crois aussi l'Espagne. Cette idée de mettre en quarantaine ceux qui reviendraient après avoir été skiés là où c'est ouvert, au lieu de skier avec leurs habitudes en France. Non, mais vous pensez de quoi? C'est extravagant, c'est mirobolant. Et si le gouvernement et la présidence continuent dans cette voie-là, ils n'iront pas jusqu'au bout de leur mandat. Parce que le peuple se soulèvera. C'est absolument stupide. Déjà, ne pas ouvrir les stations, enfin les remontées mécaniques des stations, alors qu'on agit là dans un territoire absolument purifié au point de vue aérien, si j'ose dire, et qui était déjà extraordinaire. Mais prétendre interdire aux Français d'aller skier là où ils veulent, c'est d'ailleurs inconcevable, c'est incroyable, c'est incontrôlable d'ailleurs, parce qu'il faut que ces gens-là, en revenant, disent « je reviens de faire du ski ». Parce que si jamais ils sont... Est-ce qu'on va les faire déshabiller, peut-être, les ausculter pour savoir s'ils ont skié ou pas? C'est grotesque, c'est stupide, c'est imbécile, et à mon avis très révélateur de la dégradation du pouvoir politique dans notre pays. Alors nous apprenons aujourd'hui que c'est la Grande-Bretagne qui va se lancer dans la grande expérience du vaccin anti-Covid.
ils vont être les premiers à ce que le précieux liquide leur soit injecté. Il va peut-être falloir observer les conséquences outre-Manche parce qu'il y a un débat qui commence à s'ouvrir depuis 2 ou 3 jours, dans la presse en particulier, sur la nature de ces vaccins. Et en particulier l'utilisation de matériel transgénique d'origine animale de nature à bouleverser l'ordre du génome personnel de celui qui a reçu la dose. Ça vous inspire confiance ou bien vous avez le respect d'une formidable découverte technologique? Non, je n'ai pas confiance, et bien que je sois par mon âge en première ligne et bénéficiaire d'une priorité de vaccin, je ne me presserai pas pour le prendre avant d'avoir constaté quelle était son efficacité et surtout son innocuité, parce que introduire des corps étrangers dans le corps humain n'est pas quelque chose d'ordinaire ni de sans risque, on le sait. Par conséquent, si les Anglais veulent se mettre en première ligne, après tout, nous allons regarder attentivement pendant quelques mois quels sont les effets de ces mesures. Piquez les premiers, messieurs les Anglais, ça va être le slogan. Piquez les premiers, messieurs les Anglais, non. Non, c'est eux qui vont être piqués. Vous disiez un petit mot d'ailleurs à propos des EHPAD. Il semble qu'il faille passer de 2,4 millions à 3 millions de places d'ici 2030 pour accueillir toutes les personnes qui en auront, d'après les projections, besoin. Alors on peut se demander si actuellement les places qui se libèrent de fait à cause de la pandémie ou pour d'autres raisons ne vont pas être bien utiles pour tenir l'objectif de 700 000 places en plus. Bon, alors la pandémie est certainement une épreuve grave. Mais elle occupe pour l'instant l'ensemble de la vie publique. Depuis des mois, on ne parle que de cela. C'est très lassant d'ailleurs et peu efficace, alors qu'il faut dire que le nombre des morts n'est pas extraordinaire si on le compare à celui des épidémies de grippe des années précédentes. Bon, on doit prendre toutes les mesures qui sont nécessaires, mais il y a un moment où ça devient grotesque. D'autant que je pense que cette pandémie est en train de modifier la sociologie française, ce qui est sociétal, comme on dit aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui a un chapeau, généralement, des lunettes et le masque, on ne voit pas qui il est. Et c'est une procédure d'isolement des citoyens par rapport les uns aux autres, le refus des réunions importantes, des meetings, des regroupements, etc., me paraît de nature à changer la nature de la société française. Et ça, c'est très grave. Il faut faire très attention à cela, car on mesurera les conséquences de ce qui a été fait pendant ces mois, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Parce que, après tout, c'est un bon moyen de gouvernement, et ça peut durer indéfiniment, les Français, les citoyens étant ramenés en quelque sorte au rôle d'élèves des écoles, à qui l'on dit ce qu'il faut faire et à qui on enseigne ce que l'on veut. Quand on circule, on voit que le peuple français réagit de manière extrêmement disciplinée, peut-être plus qu'on aurait pu le prévoir. Absolument. Et quelquefois, on a un sentiment de soumission. Ça vous inquiète, ça? Oui, ça m'inquiète, c'est vrai. Mais ça fait partie de cette évolution sociologique du peuple français que je considère comme très dangereuse. J'ajoute que, tout de même, dans la présentation des faits qui contribuent à obnubiler les Français, il y a la responsabilité des médias. Quand les incidents sont portés au premier rang, au pinacle, quelquefois de façon exclusive, j'ai entendu par exemple parler des brutalités de la police pour évacuer la place de la République occupée méthodiquement par un millier ou deux de migrants. Et je n'ai pas été frappé par les violences particulières. Puis en règle générale, quand on veut forcer des gens qui n'obéissent pas à la loi à y obéir, il y a quand même quelques pressions exercées, c'est sûr. Et elle est légitime. La police a la violence légitime. Elle doit répondre, certains de ces individus doivent répondre d'excès qui pourraient se produire, comme cela se fait dans toute action humaine, mais ne pas globaliser, si j'ose dire, le phénomène.
voilà, quand il y a des gens qui viennent en dehors des lois, qui sont eux-mêmes généralement des immigrants clandestins, il n'y a aucune raison de prendre des gants pour rétablir l'ordre, la circulation publique et l'esthétique de la ville. On ne doit pas se croire obligé de surcroît de les loger, de les nourrir, de les soigner, d'enseigner leurs enfants, bref, tout ce qui est accordé à des gens qui sont décrits comme des gens sans droit, mais qui dans le fond en ont bien plus que les citoyens français contribuables. Dans l'esprit de ce que vous dites, Madame Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a eu l'idée de louer aux frais de sa région les hôtels qui sont actuellement fermés à cause de la crise du Covid pour justement permettre de donner un toit à ces migrants clandestins qui ont été déplacés de la place de la République. Ben voilà, comme il est prévisible, comme je l'ai souvent dit, que les vagues de migrants vont venir battre les alentours de l'Europe et du bloc boréal, y pénétrer, Madame Pécresse peut s'établir comme hôtelière générale, si j'ose dire. On pourrait lui donner ce titre. Alors, la crise du Covid fait qu'il y a le confinement fait qu'on a le temps de lire. De plus, les librairies et les bibliothèques viennent de rouvrir, donc ça c'est plutôt une nouvelle position. Ah oui, puis les maisons d'édition aussi. Les maisons Parce qu'il faut dire la vérité, on est criblé par le nombre des, des ouvrages qui nous sont envoyés, et dont je remercie les auteurs, les éditeurs et les promoteurs de bien vouloir me faire le service. On va les prendre les uns après les autres. Celui-là. Un premier livre, un album cartonné qui s'appelle Très Portrait et qui est de Jacques Terramp. Jacques Bélier, non, je lis Bélier, moi. Patrick Bélier, texte de Patrick Bélier. Voilà, il y a des illustrations et des textes, des dessins et des textes, si je comprends bien, hein, parce que je ne l'ai pas vu, le livre. C'est très extraordinaire, je dois dire, parce que là, voilà, il y a toute une série de dessins qui sont remarquables et qui rendent ce livre absolument original et passionnant. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur, oui. Avec Louis XIII, un grand roi, qui a aussi eu de grands collaborateurs. Alors ça, je ne lis pas très bien parce que... Jean Hautepierre, mais on sait que c'est un pseudonyme, on ne va pas dire qui est derrière, puisque c'est une personnalité ex-RN en tout cas, et qui n'est pas dans sa spécialité. Et La conspiration de Saint-Marc, c'est une pièce en alexandrin, parfaitement construite, fidèlement, avec les règles de la tragédie. Voilà, un exercice de style intéressant. Bon, là, on est en terrain connu. Vous jouez à domicile, Jean-Claude Martinez. Ah oui, la coronalytique. C'est un néologisme martinésien, pardon. Et à la vérité, je n'ai pas eu le temps de lire ces livres, je les ai parcourus, et je vous les signale parce que je crois qu'ils sont intéressants. C'est aux lecteurs de faire leur choix. Alors, à propos de Jean-Claude Martinez, il est en compétition pour le prix des lecteurs de présent que vous-même aviez obtenu pour l'un des 2 tomes de vos mémoires. Et donc, voilà, il sera décerné. N'importe comment, sur son œuvre générale, Martinez mérite très largement le prix en question. D'ailleurs, dans l'esprit de ce vous disiez tout à l'heure à propos du vaccin transgénique, il faut rappeler que quand il était député européen, Jean-Claude Martinez a été le député qui a trouvé la ferme anglaise d'où était partie la crise de la vache folle. La crise de la vache folle, absolument. C'était des vaches qui mangeaient de la viande. Ça peut rappeler quelque chose au moment de se faire injecter quoi que ce soit. Journal d'un homme occupé, là, on est Alors chez ça, on revient, c'est l'édition Pardès qui semble avoir l'intention ou l'ambition de produire l'essentiel des ouvrages de Brasillac. Et le Journal d'un homme occupé, c'est un excellent bouquin que j'ai lu et relu déjà. Alors là, toujours nos amis, celui-là nous en avons déjà dit un petit mot, c'est la dernière livraison de Synthèse nationale. Ah oui, Synthèse nationale, évidemment, mérite tout notre intérêt, et c'est un ouvrage mensuel. Trimestriel. Trimestriel, dans pardon. Cette forme-là, oui. Mais il y a aussi un site internet qui est alimenté en permanence. Mais l'édition de Synthèse est trimestrielle, oui. Trimestriel. Ben écoutez, Jean, je vous le recommande, et en particulier celui-ci qui est particulier. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Je ne l'ai pas encore lu, d'ailleurs.
Et puis, lecture française. Alors ça nous renvoie dans les décennies Alors, lecture de française, fidélité. un petit coucou à lecture française, qui, je crois, en est à sa 63e année, ce qui prouve qu'il a une des qualités essentielles en politique, la pérennité. Mais alors, Emmanuel Macron, syndic de faillite, à Synthèse Nationale, c'est encore pire, et on signale un livre qui s'appelle Macron le cambrioleur, le président cambrioleur, Oui, mais dont on parlera une autre fois. il en tombe 3 par jour. Oui, on y reviendra. Merci. Merci Jean-Marie Le Pen.